nie le fait qu'il y ait un vrai problème, encore une fois. Maintenant, à ce problème-là, il n'y a pas de solution simple qui consiste à dire tout le monde... Mais non, il n'y a pas une solution simple qui consiste à dire vous prenez un fusil puis vous tirez, dans le tas. On le fera, on ne réglera pas tout seul. Ça n'existe pas et vous le savez. Voilà. Donc maintenant, on n'a pas d'autre solution que celle-là, c'est-à-dire se mettre autour de la table, agriculteurs et chasseurs. Je ne voudrais en aucun cas polémiquer avec les agriculteurs, mais ceux-ci sont réellement indemnisés des dégâts de culture. Cela représente près de 50 millions d'euros chaque année. Alors lui, je l'adore. Contre-vérité et ineptie à gogo. Bonjour. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a à travers la France et l'Europe de plus en plus de manifestations pour interdire purement et simplement la chasse. Alors les chiffres, les voilà. La chasse représente 4% des accidents mortels dans l'activité sport, alors que les sports aquatiques, de montagne, mécaniques et autres représentent plus de 70% des accidents. Eh bien, faut-il tout simplement les interdire également ? C'est que, en fait, les chasseurs représentent 2% de la population et ils emmerdent les 98 autres pourcents. Selon un sondage commandé par la Fondation Brigitte Bardot, IFOP en 2017, en octobre 2017, 80% des Français seraient opposés à la chasse. Cet argument, on l'entend partout. La LPO, Hugo Clément, Pierre Rigaud, l'ASPARAS, One Voice, tout le monde dit 80% des Français sont opposés à la chasse. Aujourd'hui, je suis à Tours, je vais faire un micro-trottoir, je vais interviewer des gens totalement au hasard et je vais leur demander s'ils sont vraiment opposés à la chasse, s'ils sont pour, s'ils sont contre et quels sont leurs arguments. J'ai fait un petit sondage sur la chasse pour connaître un petit peu l'avis des gens, leur position, s'ils sont plutôt pour ou contre et pourquoi. Ok. Ah, pour la chasse, écoutez, moi je pense position par rapport à la chasse. Écoutez, je pense que c'est un truc qui est relativement nécessaire, on va dire, pour gérer par exemple s'il y avait jamais trop d'espèces nuisibles, genre des sangliers ou des choses comme ça. Après, ça ne doit pas dépasser certaines limites et ça doit être vraiment réglementé pour protéger les gens. Parce que les types d'accidents où les balles de chasseurs traversent les vides de train, c'est impensable normalement. Ok, donc. Ok, donc pour la chasse, mais de manière raisonnée et contrôlée, et encadrée. Oui, totalement. Et vous, mademoiselle ? Alors moi, je suis plutôt pour, oui, dans certains cas, comme l'a dit Romain, mais c'est vrai qu'il y a des chasses qui sont totalement barbares. Et ça, lesquelles ? J'ai entendu parler récemment, mince. C'était en gros, c'est la chasse à la colle, je sais pas si vous connaissez. À la glu ? À la glu, c'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment... Il y a quoi de barbare ? C'est le fait qu'en gros, clairement, l'oiseau, il se pose clairement sur la glu et Vous savez à quoi il sert l'oiseau après ? Non, pas du tout. Je me permets de vous le dire. Du coup, c'est l'occasion. En fait, c'est un animal, c'est un appelant. Ouais. Il va se poser sur une branche sur laquelle il y aura une glu. Ouais, c'est ça. Après, on va le décoller sans lui faire mal. Et après, ça va servir d'appelant pour la chasse à tir, voilà, pour prélever des animaux. L'animal, c'est des grives. Elles sont relâchées en fin de saison. Par exemple, la chasse à la glu, qui était une exception française. Comment vous défendez ça? La chasse à la glu, je ne comprends pas qu'on puisse attaquer la capture au gluot. D'abord, c'est pas quelque chose qui tue l'animal, quoi qu'on en dise. La France ne leur a jamais demandé de devenir chasseur, hein. Elle n'a pas lancé d'appel. On recrute des chasseurs pour aller tuer les animaux. Non, ils l'ont fait un jour, ils ont eu l'idée un jour de devenir chasseurs eux-mêmes. Ça leur plaisait d'avoir un fusil et d'aller tuer les animaux. Il a vraiment pas de chance le Gugus, hein, parce qu'en ce moment, en pleine période de gros confinement, on est actuellement recruté par arrêté préfectoral avec une obligation de destruction et même de résultat. Et ils ont tous les prétextes du monde. Il faut savoir que la chasse, de toute manière, brasse tellement d'argent. Ah, pour une fois, il raconte pas de conneries le Gugus. Mais ça crée également beaucoup d'emplois. Parce qu'il faut savoir qu'ils réintroduisent plus de 20 millions d'animaux dans la nature chaque année.
Si le gars il parle des lâchers de cocotte, ben je lui donne raison une deuxième fois. Ce n'est pas de la chasse. Je suis désolé. C'est des gens avec un fusil et on est assimilé à des chasseurs. C'est bien dommage. Voilà, ils vont dire que c'est faux, qu'on dit des bêtises. De toute manière, on dit tout le temps des bêtises. Mais faire en sorte que réintroduire les prédateurs. Voilà, que la nature s'autorégule toute seule, comme elle l'a fait pendant des millions d'années. Mais tu ferais bien de faire attention à ce que tu ne sois pas régulé par ces prédateurs. Ceux-ci s'attaquent en priorité soit aux plus faibles, soit aux plus cons. Alors fais gaffe. Bon, puis on va arrêter avec ce gars-là. Il est trop con. Mais bon, on va passer maintenant à une vraie et bonne analyse et bien explicitée. Donc pour vous montrer que l'univers de la chasse ne s'arrête pas aux 1 200 000 permis valides. On voit que deux catégories se dégagent largement. 82% des chasseurs chassent ce qu'on appelle le petit gibier sédentaire, donc ça va être tout un tas d'oiseaux, colins, faisans, perdrix, tétralyres, mais aussi blaireaux, renards, belettes, fouines, lapins, lièvres, etc. L'autre catégorie se dégageant est celle des grands gibiers, à presque 80%, donc très largement sangliers, chevreuils et cerfs et lafs, mais aussi d'autres comme le daim ou le cercica qui sont des espèces introduites en France. Alors ensuite, dans chaque département, on va trouver ce qu'on appelle un schéma départemental de gestion cynégétique. C'est un plan élaboré par chaque fédération départementale des chasseurs et qui doit être approuvé par le préfet. Vous voyez ici une carte des indemnisations perçues par les agriculteurs par département en 2016. Ce sont les ronds en jaune. Et j'ai gardé également le tableau de chasse 2017-2018 des sangliers pour comparer. On voit que la moitié nord de la France est davantage concernée. Et ce sont d'ailleurs en partie les chasseurs qui doivent rembourser ces dégâts. En effet, afin de cantonner les animaux en forêt pour éviter qu'ils n'aillent dans les cultures, de la nourriture est déposée à des endroits précis. On appelle ça l'agrainage. Mais cette pratique, même si elle n'en est pas forcément la raison principale, participe à la précocité des périodes de reproduction des femelles et à l'augmentation du nombre de portées sur une année, et donc à la prolifération de l'espèce. Mais attention, il ne faut pas mettre sur le dos des chasseurs toute la responsabilité de l'augmentation des populations d'ongulés. En fait, une des raisons est également la combinaison de l'augmentation des activités humaines en forêt et la modification des pratiques agricoles ces dernières décennies. En effet, on trouve de plus en plus de monde en forêt, et pour diverses raisons. Promenade, cueillette, jogging, sport tout-terrain, etc. Il y a tout un tas de loisirs. Et tout ça participe au dérangement des populations d'ongulés, qui sont donc forcées d'aller trouver des zones de quiétude, parfois en dehors des forêts, et donc souvent dans les cultures. Et dans le même temps, ces cultures ont évolué au cours des dernières décennies. On trouve aujourd'hui principalement de grandes cultures, de maïs, blé, colza, etc., donc souvent hautes, qui du coup offrent aux gibiers des zones calmes où ils peuvent se cacher, mais également de la nourriture en abondance. Les animaux délaissent donc un peu plus les forêts aujourd'hui que dans le passé, et ça ne facilite évidemment pas la chasse. Il faut donc coupler cela avec la limitation de l'accès à la nourriture, donc arrêt ou meilleure gestion de l'agrainage selon les cas, clôture des zones agricoles adjacentes aux forêts, et peut-être aussi un meilleur choix dans les espèces d'arbres à planter, pour ne pas qu'ils donnent la nourriture attendue par le gibier. Mais bref, tout ça coûte beaucoup d'argent, et dans les faits, c'est difficilement réalisable. Surtout que clôturer les cultures va encore plus isoler les populations les unes des autres, et donc poser des problèmes de diversité génétique. Il est également souvent évoqué le fait de laisser les prédateurs naturels faire leur travail. Mais en France, ce n'est pas avec les quelques centaines de loups sur le territoire que l'on va réguler des millions d'ongulés. Il faut être réaliste. Certains sont également pour laisser les populations s'autogérer. Alors c'est un peu ce qui a été tenté dans le canton de Genève en Suisse en 1974. Cette année-là, toute chasse a été interdite dans le canton, qui est en gros composé de 3 massifs abritant chacun des populations de sangliers, de chevreuils, de cerfs plus récemment, et également de petits gibiers, oiseaux, lièvres, renards. Au final, il semble que les populations de ces différentes espèces aient augmenté jusqu'à provoquer des déséquilibres et des dégâts dans les cultures, malgré les 70 km de clôtures électriques qui ont dû être mises en place. De plus, le canton a dû financer des gardes chargés de tirer les animaux de nuit pour tenter malgré tout de réguler les populations. Donc finalement, l'acte de chasse est de fait pratiqué dans le canton. Et dans ce cas précis, un problème économique se pose également. Les chasseurs paient une cotisation et donc rapportent de l'argent à l'État. En embauchant des gardes fonctionnaires, c'est l'État qui les paie et donc on a une perte d'argent public. Alors voilà, je voulais un peu survoler le sujet de la chasse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est vraiment juste une introduction. Je sais aussi que c'est un sujet très clivant, souvent polarisé entre pro et anti. Alors l'autre débat, il est moral, c'est celui concernant le plaisir qu'il peut y avoir à chasser. Donc dans tous les actes de chasse, pas forcément la mise à mort de l'animal. Et là-dessus, je ne donnerai pas mon avis parce que c'est très subjectif.
J'ai encore deux questions, mais est-ce que on n'a pas aussi besoin de ce contre-pouvoir? Mais vous avez dit le mot. C'est une question. Hein. Contre-pouvoir. Oui, non mais. Oui. On a évidemment besoin de contre-pouvoir. C'est une évidence. Et la justice. Il ne faut pas être dupe. Et la justice et les médias sont évidemment indispensables dans une démocratie parce qu'il ne faut pas laisser tout le pouvoir à l'exécutif. La fameuse phrase, le pouvoir rend fou et donc le pouvoir absolu rend absolument fou. Donc évidemment qu'on a besoin de ça. Ce que je dis, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, on est passé lentement dans un basculement de régime où l'État et le pouvoir exécutif est de plus en plus faible et où le contre-pouvoir devient de plus en plus le pouvoir. Alors pourquoi cette transition avec le très controversé Éric Zemmour? Tout simplement parce que je suis en parfait accord sur sa théorie du contre-pouvoir qui est devenu le pouvoir aujourd'hui, à savoir dans le cas présent qui nous intéresse, les médias et la presse. Les temps changent, les mentalités aussi. 1789, c'était il y a bien longtemps. Et hier, la chasse et le droit de chasse pour le peuple, c'était pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est pour le plaisir. Et donc, ça change la donne, notre image, et ça doit changer également notre comportement et notre discours. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la chasse à la glu, elle a été interdite par une méconnaissance totale de ce mode de chasse. C'est révélateur de nos carences pédagogiques. En revanche, quel message ont su faire passer les Antilles sur la chasse à la glu? La colle, horrible, anormal, honteux, barbare. Bref, inacceptable pour le grand public. Et la sanction était immédiate. Je veux que les gens qui n'aiment pas la chasse savent pourquoi ils ne l'aiment pas. Il y a toujours eu, et de tout temps, des opposants à la chasse. Mais aujourd'hui, ils sont structurés, organisés, haineux, comme vous l'avez vu dans cette première partie de vidéo, ils ne racontent que des conneries. Ils mentent honteusement et jouent sur la sensibilité, pour ne pas dire de la sensiblerie. Dernier exemple en date, ces images volées tournées dans un élevage de faisans destiné à la chasse. À première vue, l'établissement est aux normes, mais ça n'empêche pas Pierre Rigaud de dénoncer le procédé. Il faut qu'on communique sur la chasse, mais communiquer vraiment sur toutes les parties de la chasse. Et puisque ça change un petit peu la donne, il faut changer notre image et notre discours. Ne plus rester campé sur nos acquis d'hier et de tenir compte de cette évolution. Willy Schrein, notre président, mais il a bien compris tout ça, il occupe le terrain depuis très longtemps, tant le pouvoir politique, où il excelle, que les plateaux télé et les interviews. Vous avez évidemment Macron, moi, je pense que c'est moi, ce calibre-là, c'est moi. Hein. Donc, qui dit c'est pas une raison pour tirer sur tout ce qui bouge. Et puis moi, je réponds, on n'a rien fait, Manu, il est tombé tout seul. Et bon, il y a eu l'eau je dirais, stigmatisé en oiseau qui s'est effondré au sol. Mais le politique, hormis quelques exceptions, il ne nous soutient pas, sauf pour des raisons électorales, au moment des élections électorales, ou quand il faut payer des dégâts de culture, c'est-à-dire le fric. Et dans un débat télévisé, quand on met en cage deux antagonistes avec un journaliste orienté, il n'en sort pas on va dire une cacophonie. Déjà, quand on voit le titre de cette interview pour faire le buzz, faut-il interdire la chasse? Tout est déjà dit, tout est déjà orienté. La planche, elle est savonnée d'avance. Vous voyez maintenant ce qui se passe sur la chasse à courre. Comment systématiquement elle est décriée par les journalistes, par les Antilles. Vous voyez cette histoire avec cette bonne femme qui s'est fait bouffer par son chien et qu'on a été traîné dans la boue. Voilà. Et vous avez entendu la réponse officielle? Quasiment pas. Alors qu'on a été harcelé, bombardé aux heures de grande écoute sur des chiens de monte au bouffé une bonne femme. Voilà. Et qu'est-ce qu'a retenu le public? Cette dernière version, pas la version officielle. C'est ça le drame. Mais voilà. Tout va être englobé, et tout est englobé dans la chasse à courre et le cerf. Il y a peut-être des choses à revoir dans la chasse à courre au cerf. Je n'en sais rien, je ne veux pas juger,
mais analysons, regardons ce que pense le grand public, le peuple. C'est ça qui est intéressant. On peut faire évoluer notre tradition, on peut faire évoluer nos modes de chasse. Il n'y a pas de souci, ne soyons pas obtus ni bloqués. Parce que cette chasse, elle est réellement dans le viseur des journaleux, des antis, et elle risque d'entraîner la grande masse, qui est la cible. On voit bien qu'on a une attaque en règle de la part des antis. Quand je vous disais qu'ils étaient organisés, ils le sont. Ils nous attaquent de front, le droit de chasse, ça c'est ce que j'appelle l'attaque frontale, mais ils nous attaquent également sur la périphérie. La glulière, cette bataille elle est perdue. Alors quelles sont les actions que l'on doit mener? La première des choses, c'est qu'il faut qu'on soit irréprochable. Les lâchers de cocotte, réellement, sincèrement, c'est pas de la chasse. Et on est assimilé à cette image, et ça nous traîne au cul, c'est vraiment quelque chose que nous devrions, nous-mêmes, chasseurs, interdire, avant qu'on nous l'interdise. Vous voulez laisser gagner une bataille? Ne leur donnez pas ce plaisir. On en prend plein la gueule, avec un max d'arguments qu'on ne peut rien opposer. Je dirais sur le principe, ils ont raison. Ensuite, la deuxième action, c'est d'attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer également systématiquement auprès de la CSA, c'est-à-dire le contrôle supérieur de l'audiovisuel. Le Nagui, dans son émission TV, en est un bel exemple. Tout débordement, tout manquement. Attaquer également systématiquement, en règle, tous les gens qui nous menacent de mort. Ensuite, la cible. Je dirais qu'il n'y en a qu'une. C'est le grand public. C'est-à-dire qu'il représente 80%. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts. On va dire qu'il y a 10% de fanatiques chasseurs. Il y a 10% de fanatiques anti-chasse. Ceux-là, on ne les transformera pas. Il y a une grosse masse, aux environs de 80%, qui ne sont ni réellement pour la chasse, ni réellement contre la chasse. Et quand ils sont pour, ils disent oui, mais. Quand ils sont contre, ils disent non, mais. Analysons ce mais et tirons-en des conclusions pour évoluer, pour rassembler cette masse-là. C'est elle qui est importante. Un autre point, pour atteindre cette cible, l'autre Gugus, dans la vidéo, il disait on a énormément d'argent. Oui, on a énormément d'argent, et surtout avec les 1 200 000 chasseurs que nous sommes chaque année à renouveler notre permis. Imaginez 10, 20 euros de surcotisation pour que nous puissions avoir un marketing, une stratégie, un plan, une communication. 1 200 000 fois 20 euros, ça fait 24 millions d'euros. Vous imaginez la pub aux grandes heures d'écoute dans les grands journaux que nous pourrions faire pour expliquer, expliciter, détailler la chasse, aller dans ce mais pas compris, oui mais, non mais. Allons-y. 24 millions d'euros. Et qu'est-ce que représente 10 ou 20 euros? 2 paquets de cigarettes. C'est l'argent qu'on donne à chaque battu au chapeau pour les traqueurs. On le fera volontiers. Faites-en bon usage. Réfléchissez. Voilà, tout ça c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais une chose est sûre, si on ne se bouge pas, si on ne change pas, on perdra la guerre. Et je veux vous citer un message d'un manager, je ne sais plus exactement, du ROC, Rassemblement opposant à la chasse, qui disait il y a quelque temps, lors d'un meeting à sa troupe, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il meurt tous les jours plus de chasseurs qu'il en est. On gagnera. Je crois que tout est dit. Merci. Au revoir. Il a décidé de partir à la conquête d'un nouveau public à l'aide d'une campagne de pub sur le web. Tous les week-ends, je vais à la chasse. Toi, tu vas à la chasse? Tu peux marcher. Bah non, avec ton petit haut fleuri là. Non, pas avec ça. Et pourquoi pas vous? Une opération séduction à l'adresse des femmes, des bobos
et même des jeunes des quartiers. C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est l'équivalent du smartphone si tu veux. En forêt, c'est avec cette trompe de chasse qu'on communique entre nous. Tu veux voir? Bah ouais. La France a perdu la moitié de ses chasseurs en 40 ans.